Donc, on a pas mal de questions. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre et puis désigner peut-être des personnes ou, enfin, voilà, pour répondre à ces éléments, à ces questions. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que l'aluminium inorganique monomérique et quelle proportion par rapport à l'aluminium total dissous? Donc, du coup, ce que je peux demander à la cellule ARC et à l'Université de Caen, peut-être d'apporter des éléments de réponse sur cette première question. Peut-être Naïs en premier? Oui. Enfin, Naïs ou quelqu'un de... Est-ce que l'écran apparaît toujours ou est-ce que le petit schéma que je viens de Oui, c'est bon. Très bien. Okay. Alors, l'aluminium inorganique monomérique, en fait, sur la fraction totale qui est présente dans l'eau, ça représente cette fraction-là. Donc, c'est une petite proportion de la fraction dissoute et encore une plus petite fraction de la fraction totale de l'aluminium présent dans la colonne d'eau. Dans l'aluminium inorganique monomérique, on retrouve par exemple des complexes comme le fluorure d'aluminium, l'hydroxyde d'aluminium, sulfate d'aluminium et aussi l'aluminium en ion libre. Alors que dans la fraction dissoute, au-delà de l'inorganique, de la fraction inorganique, on va retrouver davantage, comme l'avait expliqué Christelle dans sa présentation, de l'anion hydroxyde d'aluminium, ou aussi appelé aluminate. Donc, c'est des formes, en fait, des spéciations d'aluminium qui varient. Et la fraction inorganique monomérique représente la fraction la plus biodisponible d'aluminium dans la colonne d'eau. Au niveau des proportions, par contre, j'ai pas de valeur. Je ne sais pas si Christelle, tu as une idée des proportions. Non, c'est difficile à évaluer et en plus, on ne va pas avoir les mêmes entre les eaux douces et l'eau de mer et ça n'a vraiment jamais été en détail étudié parce que c'est assez complexe, la matrice saline. Donc, aller chercher avec précision ces concentrations-là dans l'eau de mer, moi, à ma connaissance, il n'y a personne qui a travaillé sur ça. Oui. OK. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Merci Naïs et Christelle. On va passer à la deuxième question. Donc là, c'est une question plutôt pour Nicolas. Quelle proportion d'aluminium dissous disparaît vers la Manche ouest? Alors, comme l'a dit très justement Thierry, tout l'aluminium qui est relargué par les anodes ne va pas rester stagné dans la zone. Et donc, en fait, on peut dire que tout ce qui est relargué va être transporté vers la Manche ouest. Donc, si par exemple sur la vidéo que je vous ai montrée, si à un moment donné je coupe le relargage d'aluminium par les anodes, on va voir que tout va disparaître par cette frontière ouest. Donc, tout va être relargué dans la Manche pour le coup. OK. Une deuxième question pour toi, Nicolas. Comment avez-vous estimé les masses de métaux relâchées par pas de temps? Alors, pour estimer ça, on a utilisé un standard sur les anodes galvaniques. Donc, c'est un standard DNVGL, donc peut-être certains d'entre vous connaissent, qui nous a permis d'estimer la masse d'anodes perdues à la fin, après les 25 années de vie du parc. Donc, au bout de 25 ans, on a estimé qu'à peu près 85% des anodes par pilier allait disparaître, et donc on a su la masse qui allait disparaître, et donc après on a simplement fait un ratio entre masse et le temps, et on a pu estimer combien on avait qui était relargué toutes les 30 secondes. Donc bien sûr on considère un relargage constant. OK, merci Nicolas. Est-ce que l'estuaire de la Seine est la seule source additionnelle de polluants métalliques? On peut en effet imaginer que le trafic des navires marchands et leurs anodes soit une source additionnelle de polluants métalliques pour le site de Courseulles. Là, je peux peut-être demander à Thierry, partenaire de l'Ifremer, et à Christelle Capla, peut-être d'apporter des éléments de réponse pour l'estuaire de la Seine. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'ai pas très bien entendu. Alors, est-ce que l'estuaire de la Seine est la seule source additionnelle de polluants métalliques?
Et on peut en effet imaginer que le trafic des navires marchands et leurs anodes soit une source additionnelle de polluants métalliques pour le site de Courseulles. Non, moi, à ma connaissance, ça va être essentiellement l'estuaire de la Seine qui va relarguer un panache et une diffusion après en baie de Seine qui sera assez importante, qui sera certainement la source la plus importante. Au niveau des bateaux, je pense que c'est essentiellement des anodes en zinc, pas forcément des anodes en aluminium qui sont utilisés. On a l'effet aussi des ports qui utilisent beaucoup les anodes en aluminium, mais là, on va essentiellement avoir l'aluminium qui va être coincé, enfin piégé dans les sédiments des bassins, avec pas forcément une diffusion en fait de panache très important qui ira vers le large et donc qui va se diffuser plus en baie de Seine. Donc je pense que c'est vraiment essentiellement l'estuaire de la Seine qui va essentiellement en fait rejeter de l'aluminium en baie de Seine. Oui, si je peux ajouter une information à ce que disait Christelle, l'estuaire de la Seine a un débit qui est très supérieur aux autres estuaires comme la BDV. Donc, d'une manière générale, on peut dire que les rivières apportent de l'aluminium à des concentrations supérieures que celles qu'on trouve dans l'eau de mer. Comme en baie de Seine, l'estuaire de la Seine est le plus gros estuaire, avec les débits les plus élevés, c'est l'estuaire de la Seine qui va évidemment être le plus impactant dans la baie de Seine. Après, effectivement, d'autres dispositifs métalliques équipés d'anodes peuvent apporter des diffusions complémentaires, mais globalement, elles sont inférieures aux apports naturels, notamment pour la baie de Seine, aux apports de la Seine. C'est ça, on a en fait un estuaire qui est macrotidal en baie de Seine, enfin avec l'estuaire de la Seine, et c'est essentiellement des sources naturelles, en fait, de matière en suspension naturelle qui amène de l'aluminium, d'où la complexité justement de différencier la part anthropique qui serait liée à des anodes ou à d'autres sources en fait, et la part naturelle. Ok, très bien, merci. On n'entend plus, mais… On ne t'entend plus, Georges. Ah, pardon, j'avais pas réactivé mon micro. Donc voilà, donc la question c'était, sachant que les parcs éoliens sont déjà en exploitation depuis plus d'une décennie, notamment dans le nord de l'Europe, est-ce qu'il existe des données de retour d'expérience sur ces sites, notamment des tests écotoxicologiques, des mesures in situ des métaux cibles dans les matrices d'intérêt, l'eau, sédiments, biote, voilà, c'est ça la question. Du coup, pareil, donc je demande aux partenaires de l'université, des universités et de l'Ifremer, si vous avez donc des connaissances sur les retours d'expérience de l'Europe du Nord, notamment en écotox et en mesure de métaux dans le milieu marin. L'élément qui a été recherché, c'est vraiment une problématique assez française et récente, donc mais c'est pas sur l'aluminium qu'on va avoir beaucoup d'informations. S'il y a des données qui existent depuis les premiers parcs installés même en mer du Nord. Oui, cette question sur l'aluminium est aujourd'hui une question sociétale que bon, la France s'est appropriée de cette question-là, notamment sur l'aluminium, puisque l'aluminium est un élément métallique naturel qu'on retrouve en très grosse concentration de manière naturelle dans le sédiment marin, par exemple. C'est lorsqu'on mesure un sédiment marin dans le cadre de programmes de surveillance européens, telles que les conventions OSPAR, donc pour l'Atlantique Nord-Est, eh bien l'aluminium est même considéré comme une référence pour normaliser l'ensemble des données chimiques mesurées dans le sédiment. Donc c'est une référence haute, c'est une très forte concentration naturelle. À ma connaissance, dans le cadre des conventions OSPAR, il n'y a pas de suivi spécifique sur les parcs éoliens. C'est juste le suivi, enfin les diffusions potentielles issues des parcs éoliens sont intégrées dans la surveillance globale des zones côtières, par exemple, des zones offshore. Mais il n'y a pas à ma connaissance, de suivi spécifique en dehors des études d'impact qui ont été menées sur des parcs éoliens en mer du Nord. Ça n'est pas aujourd'hui un problème considéré comme majeur, la diffusion d'aluminium. C'est vrai que l'aluminium utilisé dans des produits santé, bien-être, dans les déodorants ou dans les vaccins, par exemple, peuvent présenter une toxicité. Mais comme on a pu le voir
la forme de l'aluminium à considérer est importante et la concentration est importante. Dans le cas du milieu marin, les concentrations sont très différentes de ce qu'on peut trouver dans un vaccin ou dans un déodorant, beaucoup plus basses. Et les formes en particulier sont différentes. Oui, merci Thierry. Juste pour rajouter aussi à ce que vous venez de dire, quand nous, les projets qu'on développe donc à France Énergie Marine sont évalués par un comité scientifique international et lors de l'évaluation du projet Anode, voilà, le retour des évaluateurs scientifiques ils étaient un peu perplexes par rapport à cette question qui est posée, qui semble être vraiment très française comme question sur les potentielles contaminations. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui semble être une question qui se pose vraiment au niveau de la société civile française. Donc, je poursuis avec la suite des questions. Les apports en aluminium de la Seine sont-ils uniquement naturels? N'y a-t-il pas une part de rejet anthropique liée au passage du fleuve dans de grandes villes? Christelle et Thierry, peut-être? Alors, les sources d'aluminium, en fait, au passage des grandes villes, c'est pas qu'on est. Thierry vient d'en citer quelques-unes là, mais c'est pas, je pense, des quantités en fait importantes. C'est pas vraiment le métal qui va être, on va dire, relargué dans des eaux usées ou en fait lié à des activités urbaines. Donc, d'autres éléments peuvent être relargués, plutôt le zinc, par exemple. Ça, on va en avoir parce que bon, c'est utilisé tout ce qui est galvanoplastie et puis au niveau des toitures, des gouttières, etc. Mais l'aluminium n'est pas l'élément qu'on va retrouver le plus en sortie des rejets urbains. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une source anthropique qui soit associée aux estuaires en règle générale. Hein. Donc, c'est plutôt vraiment de la matière en suspension naturelle qui va amener de l'aluminium dans les estuaires et ensuite dans les baies. Je vais juste apporter une deuxième question qui est complémentaire à celle-là, parce que vous répondez en même temps. Les forts taux d'apport en aluminium de la Seine sont-ils comparables à d'autres fleuves ou rivières? Ce fort taux n'est-il pas dû à la pollution de l'eau de Seine? Donc, c'est assez proche de la première question. Donc, comme vous répondez en même temps, est-ce que les concentrations sont comparables à celles d'autres fleuves ou rivières? Je dirais que l'aluminium se forme au cours de l'érosion naturelle. C'est d'abord des formes naturelles d'aluminium qui sont apportées par l'ensemble des rivières. Et donc, on va retrouver ces formes dans les minéraux argileux. Et donc, l'aluminium a d'abord une source naturelle. Si on sépare l'aluminium produit de manière industrielle, aujourd'hui, on peut dire que seul le fer et l'acier sont produits en plus grande quantité que l'aluminium. C'est quand même un élément métallique très utilisé, mais on peut aussi préciser que l'aluminium est très largement recyclé, car il est facilement réutilisable. On peut retrouver l'aluminium dans des poignées de porte, des carrosseries de voitures, d'avions. Et donc l'aluminium est très recyclé. Et je pense qu'on peut dire simplement que l'aluminium qui peut être rejeté dans les rivières, dans les bassins versants, et notamment dans l'estuaire de la Seine, parce qu'il y a quand même une grosse activité industrielle sur la Seine, eh bien, les quantités d'aluminium restent quand même moindres en matière d'aluminium rejeté par rapport à l'aluminium naturel issu de l'érosion. Ok, merci Thierry. Donc une autre question plutôt adressée du coup à la cellule ARC. Bonjour à tous. Si je saisis bien, l'introduction du parc dans le milieu ne modifie de peu le dépassement de 1 pour le seuil PNEC sur PEC, qui est dépassé par les apports de la Seine. Une estimation a-t-elle été faite du nombre de jours dans l'année de dépassement avec parc éolien et sans parc éolien pour la comparaison?
Oui, je peux répondre. Ici, c'est Redouane Bouzidifem, juste pour parler du côté valorisation numérique. Donc, l'introduction de la scène dans le modèle, c'était l'objectif, c'était seulement d'estimer quels sont les valeurs naturelles qui existent dans la BCN, parce qu'à cause de la manque de données. Et donc, on a introduit une source à la sortie de l'histoire de la scène, avec le peu d'informations qu'on avait. Et l'objectif, c'était d'estimer la différence entre l'apport des parcs et ce qui existe dans l'environnement, mais d'une façon assez comparaison des ordres de grandeur. Parce que pour voir combien de jours dépasse ou dépasse pas, il fallait avoir une information plus détaillée dans le temps sur l'apport de la scène, et on n'avait pas ça. Donc, mais c'est vrai que c'est une bonne question, ça mettrait une étude plus détaillée avec plus de mesures ou des autres apports comme des bateaux, des autres sources d'aluminium. Merci Rui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou on passe à la question d'après? Tu peux Ok. passer. Ok. Donc la question d'après. Merci beaucoup pour ces présentations intéressantes. J'ai particulièrement apprécié la clarté de celle de Nicolas Michelet. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par le terme naturel à propos des apports métalliques relargués par la Seine? Je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments sur ce point-là, donnés par Thierry et Christelle. Donc, je ne sais pas si Nicolas, tu souhaitais rajouter quelque chose sur cette remarque. Non, je pense que Thierry et Christelle ont déjà bien répondu à cette question par les autres, donc pas grand-chose à ajouter pour le coup. Très bien, merci. Donc, question d'après. Bonjour, dans le tableau récapitulatif présenté par Thierry Burgeot, il n'y a pas d'indication sur les apports naturels présents sur le site de Leucate. N'existe-t-il pas d'études concernant notamment les apports par le panache du Rhône? Est-ce que Thierry ou Emmanuel, éventuellement, vous auriez des éléments pour répondre à cette question-là? Oui, je ne sais pas si Emmanuel est toujours en ligne. En tout cas, bon, je peux dire que oui, il y a des travaux sur les apports chimiques dans le Rhône, donc dans le delta du Rhône en particulier, mais nous n'avons pas trouvé de travaux et nous n'avons pas suffisamment eu le temps pour investiguer de manière approfondie donc l'exploitation de données issues du delta du Rhône pour le site de Leucate. Ok, merci Thierry. Je vois que en fait Emmanuel n'est plus avec nous, c'est dommage. Ok. La question d'après. Alors, l'APNEC a été évaluée sur 14 jours maximum. Qu'en est-il pour un organisme benthique filtreur qui reste exposé pendant 365 jours par an et concentre les métaux dans ses tissus? Peut-être que Nicolas et Rui, vous pouvez juste rappeler la question des 14 jours, et puis après je demanderai à l'Université de Caen et à l'IFREMER d'apporter des éléments de réponse sur l'exposition des organismes benthiques filtreurs. Alors pour la question des 14 jours, ouais, ça fait appel à des notions de biologie que je n'ai pas spécialement, mais en gros j'ai voulu me rapprocher des études écotoxicologiques que j'ai pu lire, notamment de notions d'exposition chronique. Donc, bon, je laisserai peut-être mes collègues expliquer brièvement ce que c'est, mais grossièrement, ce sont des expositions sur des durées assez longues. Bien sûr, ça se limite pas à ça, mais grossièrement, c'est ce que j'ai voulu faire. Enfin, j'ai voulu me rapprocher de cette notion-là en extrayant ces données. En fait, les PNEC ne sont
pas défini sur un pas de temps les PNEC. Je vais peut-être repasser la diapo. C'est pas sur un temps de 14 jours. En tout cas, c'est pas ça qu'on... Oui, là, c'est une petite confusion entre les données d'exposition que Nicolas a essayé de modéliser sur 2 semaines et la PNEC. En fait, nous, déjà, on a travaillé sur les organismes pélagiques et pas sur les organismes benthiques. On a eu des données au niveau de la modélisation que sur la colonne d'eau. Donc, tout ce qui est sédiments, on n'a pas travaillé dessus. Donc, pour les organismes filtreurs, malheureusement, on n'a pas fait l'évaluation de risque. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez voir peut-être juste reprendre la diapo sur comment on définit une PNEC. En fait, la PNEC est basée sur un jeu de données d'écotoxicité, court terme ou long terme en OEC. Mais là, dans ce cas-là, c'était une petite confusion les 14 jours. Donc les PNEC, c'est sur plus de 14 jours? Les PNEC, ça dépend en fait du jeu de données. En fait, selon les espèces, on réalise des tests standardisés qui vont entre 18 heures et plusieurs jours, voire même plusieurs mois. En fait, ça dépend du test et du standard utilisé. Et aussi de l'espèce. En fait, c'est très variable. Donc, on ne peut pas associer une PNEC particulièrement. On ne peut pas dire qu'une PNEC, c'est forcément d'arriver sur 14 jours. Oui, je pense qu'il faut préciser que l'exercice qui a été réalisé là sur un plan pratique est basé sur des simulations de 2 jours et 14 jours qui correspondent à des capacités de calcul aussi, et ça Nicolas pourrait plus le dire, pour faire tourner le modèle. Ça, c'est un point. Et le deuxième point concerne l'usage des PNEC, et les PNEC ne portent pas, pour certains organismes, sur l'ensemble du cycle de vie ou sur plusieurs années. Pour certaines espèces, comme le phytoplancton, on peut travailler sur plusieurs cycles et plusieurs générations d'organismes. Donc là, on peut obtenir des PNEC dits transgénérationnels sur 2 cycles ou 3 de génération. Pour d'autres organismes comme le poisson, c'est beaucoup plus compliqué puisque leur durée de vie est plus longue. Donc, c'est très coûteux et il y a très peu de tests qui portent sur des périodes d'1 an, par exemple. Donc, la majorité des approches en écotoxicologie portent sur des expositions courtes ou des expositions, comme disait Naïs, sur plusieurs jours à plusieurs semaines. La majorité des PNEC sont basés là-dessus. Et à partir des résultats obtenus sur plusieurs semaines sur un poisson, par exemple, on fait des extrapolations, on regarde l'impact des faits courts sur les fonctions physiologiques telles que la reproduction, la croissance, ou le système immunitaire, qui donnent des informations au niveau des populations à plus long terme. Mais la mise en œuvre des tests en écotoxicologie sur plusieurs années est coûteuse et lourde. Donc, on peut s'en approcher avec des espèces comme le phytoplancton, des espèces unicellulaires de petite taille qui ont des cycles de vie très courts. Là, on peut faire des travaux sur plusieurs générations, mais ça reste donc des expositions sur plusieurs semaines. Ok, merci Thierry. La question d'après, je pense qu'elle est en lien avec les conclusions que tu as aussi présentées, Thierry. Donc, la question est la suivante. On peut effectivement considérer que l'approche est conservatrice vis-à-vis de la toxicité dans l'eau. Cependant, est-ce bien cohérent comme conclusion, sachant que cette étude n'a pas intégré la bioaccumulation des organismes vivants au sein de la chaîne trophique, notamment des prédateurs des espèces venant se fixer sur les monopiles? Oui. Je pense que les conditions méthodologiques que l'on a choisies concernent la colonne d'eau, et l'évaluation du risque porte sur des seuils de toxicité identifiés pour différentes espèces. Donc, on combine les seuils de toxicité sur différents taxons,
Mais il est vrai que dans cette approche, on ne va pas jusqu'à étudier la bioaccumulation tout au long de la chaîne trophique, qui est un travail supplémentaire qui demande beaucoup plus d'investissement pour répondre à cette question. Je rajouterais de mon côté que le projet en fait avait un objectif premier et qu'on partait de vraiment pas grand-chose en termes de données, hein, vu la complexité des études, enfin en tout cas le manque d'informations que l'on a sur les données en aluminium, et qu'il faut bien partir de quelque part et qu'à un moment donné, oui, là le but c'est de lancer plein de perspectives pour répondre à des questions plus concrètes, pour aller vers la bioaccumulation, pour aller vers les organismes, et puis quel type d'organismes, cibler peut-être ceux qui seront les plus rencontrés, notamment aux alentours des pylônes offshore, et se baser aussi sur des concentrations qu'on pourra aller relever dans le milieu naturel, parce que faire des essais aussi écotoxicologiques pour compléter les réponses précédentes, c'est aussi bien cibler les concentrations naturelles qu'on va rencontrer. C'est vrai, si on veut faire du très long terme, ça devient très très complexe, parce qu'on n'a pas forcément aussi les moyens et puis des structures aussi pour pouvoir le faire. Comparer le milieu naturel avec les observations en laboratoire dans des conditions qu'il faut au maximum contrôler. Contrôler sur une espèce, c'est déjà compliqué. Après, contrôler sur d'autres espèces aussi pour répondre à la chaîne alimentaire, ça devient encore plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on part de très très loin, et je pense qu'il faudra des années pour répondre à toutes les questions. Oui, je dois juste compléter. La question est pertinente, hein, tout à fait pertinente, mais comme l'a dit Christelle, le projet Anode était ciblé sur une durée courte pour faire un point sur la connaissance disponible et une méthodologie qui pourrait être adaptable, ce que nous avons tenté de faire. Pour ce qui est des transferts trophiques, ça reste un sujet de recherche qui n'est pas aujourd'hui un sujet appliqué en surveillance de routine. Et donc, ce n'est pas encore appliqué sur la surveillance ou l'évaluation de risque pour les parcs éoliens, mais ça reste une approche qui est tout à fait pertinente, hein, mais coûteuse. Donc, merci. La question d'après, à votre connaissance, les apports du Rhône en aluminium en particulier sont-ils importants et comparables à ceux de la Seine? Dans le Rhin, c'est ça? Dans le Rhône. Dans le Rhône, ah, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse sur ce point-là. Si c'est des apports. C'est lié aussi essentiellement aux apports solides, enfin en matière en suspension aussi, hein. Je ne connais pas les différences d'apports en matière en suspension, en solide, entre la Seine et le Rhône, si c'est la même chose ou plus, hein. Et ça joue aussi énormément sur les apports en aluminium et d'autres éléments, les matières en suspension qui arrivent en estuaire. Il existe des données, hein, sur le Rhône, puisqu'il y a des travaux de recherche qui ont été menés sur les apports du Rhône avec la notion de débit qui va être importante par rapport à une autre rivière, et puis les caractéristiques du bassin versant. Mais dans le cadre du projet Anode, nous n'avons pas investigué de comparaison entre le Rhône et la Seine, puisque nous avons focalisé notre intérêt sur la baie de Seine. Ok, merci. Encore une question. Est-ce qu'il vous paraîtrait pertinent de modéliser la dispersion des métaux des anodes du parc de Fécamp afin d'essayer d'évaluer les effets cumulés en baie de Seine? Et est-ce que cela aiderait à affiner les PNEC et les PEC? Qui va répondre? Oui, bonjour, Mélissa Dallier, donc du coup c'est Lila. Effectivement, il serait intéressant d'adapter le modèle pour avoir des informations sur un impact cumulé au niveau de l'exposition sur les deux sites cités, mais ça apportera de toute façon pas plus d'éléments concernant les PNEC qui ont été utilisés dans le cadre du projet présenté aujourd'hui. Il y aura, voilà, on va pouvoir peut-être remodéliser de nouvelles données d'exposition, mais ça apportera pas d'éléments concernant les dangers.
Ça apporte des infos sur les PEC. Ouais, sur les PEC. Je vais apporter des informations complémentaires sur un site donné avec des mesures et des analyses chimiques, apporte des informations sur l'exposition, sur les concentrations, sur les PEC, donc qui peuvent se combiner sur un site. L'approche PINEC, elle, est développée de manière séparée, elle n'est pas spécifique à un site. Elle est développée sur des organismes, sur des taxons. Voilà. Ok, merci. À la fin, là, j'ai une remarque sur le fait que le sujet des anodes n'est pas que français, avec un lien vers une publication. Donc, j'ai pas ouvert le lien, mais effectivement, on a connaissance des travaux qui sont faits ailleurs, notamment plusieurs publications qui ont été faites en Allemagne. Par contre, les évaluateurs, enfin, par rapport peut-être à ma remarque de tout à l'heure, nous, les évaluateurs pardon, qui ont évalué le projet Anode, on avait donc des évaluateurs d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord. Et c'est vrai que c'était le retour qu'ils nous avaient fait. Enfin voilà, cette question-là n'est pas du tout posée dans leur pays et dans les points autour du développement des parcs EMR. Mais effectivement, nous connaissons les travaux qui sont réalisés. Voilà. Moi, je connais les derniers travaux là de collègues allemands. Peut-être que voilà, Christelle et Kapler et les autres partenaires connaissent aussi bien évidemment d'autres publications. Mais voilà, c'était juste pour compléter la remarque sur la question qu'on avait eue tout à l'heure. Juste Et- pour compléter, Georges, j'ai ouvert le lien et en effet, cet article, on en avait déjà connaissance. Donc, il n'y a pas de problème, il a été pris en compte dans le projet, pour le coup. Pour compléter, excuse. Oui, Georges, pour compléter ce que tu disais là sur les Allemands et leurs travaux, là, je sais que oui, ça commence à bouger assez depuis 2 ans là, parce qu'on a, enfin, avec un collègue avec lequel je travaille en biologie, là, il a été sollicité pour reviewer aussi un article sur de l'écotoxicologie sur 3 taxons différents en fait d'espèces à partir de normes en fait d'exposition, enfin d'exposition à de l'aluminium. Et ils ont essayé de reconstituer en fait un milieu issu d'une anode en aluminium pour pouvoir aussi exposer. Et on a eu un retour en fait que le papier n'est pas passé. L'autre viewer en fait qui avait travaillé sur le papier aussi a décrété que les expositions en fait n'avaient pas été faites de façon correcte, je ne sais quoi. Donc, mais en tout cas, il y a des travaux qui sont lancés en Allemagne et j'ai l'impression que c'est une thématique qui commence à monter chez nos collègues allemands. Hein. Donc c'est bien aussi qu'on soit dessus, mais ça amènera peut-être des partenariats aussi dans l'avenir. Mais je pense que la thématique n'est pas terminée. Hein. Ok, merci Christelle. Et du coup, le dernier point qu'on a, ou la dernière question, c'est quelqu'un qui souhaite donc savoir si les contacts des personnes qui regardent la conférence seront transmises en même temps que les autres documents. C'est quelque chose on pourra demander aux participants s'ils souhaitent que leur contact soit diffusé, et puis on mettra cela si c'est possible avec les présentations et la liste des questions. Mais il faudra peut-être qu'on voit avec justement les différentes personnes s'ils souhaitent partager leur contact. Je n'ai plus d'autres questions ou remarques. Donc il nous reste encore 5 minutes. S'il y a d'éventuelles questions, c'est le moment. Si vous souhaitez poser vos dernières questions, je regarde éventuellement. Oui, donc là je n'ai plus de questions. Donc du coup,
on va pouvoir clôturer la réunion de restitution. Donc, il y a des remerciements là qu'on reçoit. Alors, je regarde. Merci. Alors, il y a peut-être une intervention. Merci pour les présentations, beaucoup de questions, mais des difficultés à les transmettre via téléphone. Je le ferai plus tard. PNEC dépassé sur le 4 concrètement, quelles conséquences pour la faune marine? Avez-vous des données sur le type de fondation, quantité d'aluminium au regard des données disponibles sur la faune marine? Pas de conclusion possible pour les risques pour les espèces benthiques en l'état actuel des connaissances concernant les risques chimiques ICCP ou anodes sacrificielles, point d'interrogation. Donc il y a beaucoup de questions dans une seule. Peut-être par la dernière, en l'état des connaissances actuelles concernant les risques chimiques, est-ce que donc la question c'est ICCP ou anodes sacrificielles? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de répondre à cette question-là? Oui, Georges, si je peux me permettre, ça n'était pas l'objectif donc du projet Anode. Donc, si on revient à l'objectif du projet Anode, la question n'était pas de travailler ou de comparer avec les ICCP. La question était d'abord de s'intéresser aux diffusions anodes et en particulier l'aluminium. C'est ce point sur lequel la pression nous semblait la plus forte. Donc, on a ciblé un développement méthodologique sur la diffusion de l'anode dans la colonne d'eau, ce qui explique notamment qu'on ne présente pas de résultats aujourd'hui sur les zones telles que le sédiment et les organismes benthiques. Ça ne veut pas dire que la question n'est pas intéressante et que ce travail ne doit pas être mené. Mais on a essayé tout simplement, de manière résumée aujourd'hui, de présenter une méthodologie qui nous paraît applicable donc sur des parcs éoliens pour évaluer le risque d'exposition chimique. On a essayé d'insister sur les éléments manquants et les développements nécessaires à mener pour affiner notamment les développements de PEC par l'acquisition de données de terrain, les développements de PINEC par le développement d'études en laboratoire et sur le terrain également. Ok, merci. Il y a d'autres remerciements et remarques qui nous arrivent. Par contre, on arrive à la fin de la réunion de restitution. Donc, nous allons, n'hésitez pas à nous envoyer vos compléments de questions par mail. Donc, je vous remets rapidement l'adresse de contact. Je reprends la main. Hop. Donc, vous pouvez, alors, partager mon écran, ce serait mieux. Voilà. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos remarques sur contact@ite-fem.org et nous allons donc faire une synthèse des questions qu'on a eues, les réponses qu'on a pu vous donner, plus les questions que vous allez nous envoyer dans les 15 jours qui suivent. Et nous intégrerons cela dans un document qu'on mettra à disposition sur le site de France Énergie Marine avec l'enregistrement donc du webinaire d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour avoir participé à cette réunion de restitution. Merci, je remercie beaucoup tous les partenaires du projet, Christelle Capla de l'Université de Caen, Isabelle Amoureau, Naïs Julien, Thierry Burgeot de l'Ifremer, Mélissa Dallet de l'INERIS, Emmanuel Aragon de l'Université de Toulon, Nicolas Michelet, Rui Duarte de France Énergie Marine. Donc merci à toutes et à tous pour vos interventions.